Bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais pardonnez-moi, j'ai beaucoup de choses en tête à dire, mais je vais essayer d'être court. C'est pas facile. Autre difficulté. En écoutant mes amis et en étant devant vous, encore une fois, ma mémoire me ramène à quelque chose. Ceci. Une fois, lors d'une rencontre ancienne, à la fin, une belle rencontre d'ailleurs, c'était une belle rencontre, ça c'est le témoignage des gens qui ont assisté, un ami était venu me voir pour me saluer et me dire ceci, que je n'ai pas oublié, je vais vous la livrer, cette chose. Il m'a dit, tu as parlé comme un livre. Et alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut parler comme un livre? C'est très difficile. J'ai envie de dire impossible. Donc, comme ça, pour ajouter juste une petite chose, et je vais passer au repas principal. Vous savez, quand on parle à un public, il y a plusieurs façons de s'adresser au public. Alors, soit on réussit ce qu'on a à dire, quel que soit le champ d'attaque, quel que soit le sujet, soit on essaie de ressembler au livre, ce qui n'est pas évident, c'est pas du tout facile, soit, et ça c'est un risque en cours, soit de parler comme un trottoir de rue. Platement. Alors, votre patience s'il vous plaît. Alors, je vais regarder mes notes que je vais vous adresser comme cela. Il y a des choses comme ça qui répondent aux questions de mes amis. Et si je ne fais pas le tour des réponses, lors du débat, je compléterai. D'accord? Alors, bienvenue à tous. Il fait bon vous voir, il fait bon revoir les amis. Et il me plaît de remercier mes amis fidèles qui m'ont fait l'amitié de prendre de leur temps pour lire ce livre et de venir de loin. Loin des yeux, près du cœur. Près du cœur. C'est mon cas, près du cœur. Il faut bien inverser les choses, hein, selon la réalité où on se trouve. Donc je les remercie et je remercie aussi, on l'oublie souvent, je remercie Aziz Agora. Ça va vous plaire, attention, c'est un éloge, c'est pas un reproche. Je remercie Aziz Agora. Agora, c'est, vous le savez certainement, donc je ne vous apprends rien, c'est un nom antique qui vient d'un temps avant les temps. Et choisi pour nommer un si bel espace où on peut exercer les droits culturels. Et si on ne les exerce pas, attention, si on n'anime pas, je profite de cette occasion, de cette rencontre avec vous, avec mes amis, si on n'anime pas la culture, elle meurt. Et alors, il me semble qu'on est dans la nécessité de d'animer Madame la culture. Sinon on parlera, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme des trottoirs. Nos conversations, si elles meurent, Madame la culture, nos conversations seront plates, comme des trottoirs. Je répète le mot parce que il nous intéresse. L'anticulture est un danger. Pourquoi? Parce que l'anticulture immobilise les esprits. Alors pour l'instant, faisons un peu de culture. Comme on dit, faisons un peu de politique. Alors je crois qu'il n'est pas, je vais peut-être vous étonner, mais acceptez ce que j'ai à vous dire
parce qu'il me semble que ça vous parle, ça nous parle tous. Je crois qu'il n'est pas nécessaire, pour ma part du moins, de parler de ce livre. C'est le résultat d'une rencontre avec une œuvre qui s'est imposée à moi. Une œuvre bilingue, concise, précise et grande, une œuvre grande. Hein? Et pour les raisons qui vont suivre, donc attendez-les, elles vont arriver. Mais qui mieux que l'œuvre de Quilito peut parler de Quilito? Et puis, parler d'un livre est un exercice aussi risqué qu'un amour, dit le psychanalyste. On risque de le répéter, on risque de se répéter, on risque de, comme dit encore une fois le psychanalyste, on risque de baratiner, c'est-à-dire de parler pour tromper. Alors, allons donc plus loin pour échapper à la présentation répétitive qui n'ajoute rien au livre, à mon sens. Ce livre, achevé, édité, n'est pas commencement et fin. Laysa bi bidayatin wa nihaya, comme dit le grand romancier. Il me semble que les livres ressemblent quelque part aux humains. Il y a des livres qui passent et il y a des livres qui pensent et qui font penser. Et ils plaisent en même temps. Un livre sans plaisir risque de tomber des mains. Les grands livres de l'humanité joignent le charme à l'enseignement, disent ceux qui savent. Et ils sont dans les livres, c'est-à-dire dans leurs livres. Hein? C'est ceux qui savent. Ils nous parlent. Il suffit d'être curieux à leur égard. Alors parler d'une pensée chez Quilito est possible, de mon point de vue. C'est une pensée singulière, c'est-à-dire différente. Je vais essayer d'être pédagogue en quelque sorte. Hein? Nous ne sommes pas dans une salle de cours. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que je vais essayer de sortir du rôle de l'enseignant ou du conférencier, érudit, tout ce qu'on veut. Bon, alors, donc, c'est une pensée, la pensée de Quilito. À mes yeux, il y a une pensée qui travaille en arrière-plan de ses travaux. Fiction, réflexion, dialogue. C'est une pensée, je disais tout à l'heure, c'est une pensée singulière, différente, dans le sens d'être différente, singulière, différente, c'est-à-dire originale, non conformiste. Vous voyez, petit à petit, je vous introduis dans le monde de cette grande œuvre. C'est une pensée donc non conformiste qui mobilise l'ensemble de son œuvre. Cette pensée, je la résume en 3 points. 1. Désobéissance. 2. Humour. 3. Humilité. Je développe. Un écrivain doit rénover. Ça a été signalé tout à l'heure par mes camarades. Rapidement. Un écrivain doit
rénover, recréer les choses. C'est-à-dire trouver un style, sinon ce n'est pas la peine. Et pour arriver à cette fonction d'écrivain, il faut pouvoir penser, c'est-à-dire s'interroger, juger, imaginer. L'imagination, parce que l'imagination trouve des compléments à la mémoire, toujours trouée. C'est pour ça qu'on dit que la mémoire, on parle de trou de mémoire. En disant cela, je parle de la mémoire du passé. Parce que vous allez le voir avec moi, Kilito, c'est quelqu'un qui voyage dans les temps anciens. Hein? Donc, il travaille sur les temps anciens. Alors, penser, c'est dire non, dit le philosophe. J'ai envie de vous dire ceci au sujet de cette idée de penseur. Il y a des enfants, moi j'observe à droite et à gauche, comme ça, les enfants. Il y a des enfants malicieux, expérimentateurs. Pour les gens qui s'intéressent au monde des enfants, ils les considèrent comme de petits philosophes, les enfants, de ce genre. Alors, si j'ai quelque chose à ajouter à ce sujet, aux parents, comme ça, des enfants comme ça, il ne faut pas les agresser. Il ne faut pas les humilier. Il ne faut pas les terroriser. Sinon, ils deviendront des terroristes ou psychopathes. Le mieux, c'est de les laisser tranquilles. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette désobéissance dont je parle au sujet de la pensée différente chez Kilito? C'est une désobéissance à l'égard de la galaxie des auteurs arabes modernes. Alors il dit ceci par exemple, c'est quelqu'un qui désobéit au consensus de l'ijma'. Il dit par exemple que la littérature, alors votre attention, pour ceux qui s'intéressent au domaine de la littérature et la connaissance littéraire, il dit par exemple, ça répond un peu à ce qu'on a dit hier soir, que la littérature marocaine n'existe pas encore. Elle n'a pas d'histoire, dit-il. Alors imaginez que c'est quelque chose qui va gêner beaucoup de gens, les gens du domaine. Et ça, il l'écrit. J'appellerais cette forme de désobéissance une désobéissance tranquille. Arrive une autre forme de désobéissance supérieure. C'est un écrivain qui n'a, dit-il, rien à apprendre des écrivains arabes modernes. Et alors, il se tourne, dit-il, et il le fait, il se tourne vers les auteurs anciens, qui pour lui ont des choses à dire, à nous apprendre. Les morts. Oui, principal. Oui, tout à fait. Oui, j'aurai le temps de revenir là-dessus. Principalement les auteurs arabes morts, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il était poussé par un désir de connaissance. Connaissance qui exige la liberté de penser, dit le philosophe. Et le désir, comme tout désir, est comme un fils.
qu'il soit boiteux ou borgne, on ne peut l'oublier. Dit la parabole Amazir. Alors encore une fois, votre attention. Vous voyez, chaque fois je vais vous demander de la patience et de l'attention. Alors nous sommes en présence qui dit tout cela, tout ce que je viens de dire, de quelqu'un de mécontemporain. Comment on dit mécontent? Et alors, en ne se sentant pas concerné par les écrivains arabes modernes, qui n'ont rien à lui apprendre, dit-il, il s'exile dans le passé. Il s'exile dans le passé pour étudier les anciens morts. Il admire leur énorme talent, tout en regardant les choses d'une manière différente, encore une fois, d'une manière oblique, décalée par rapport aux enseignements connus et convenus, qu'on enseigne, qu'on dit, qu'on écrit autour de nous. Cette attitude s'appelle de l'humour. Pourquoi de l'humour? Parce que l'humour permet à Kélito, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il écrit, permet d'introduire une distance nécessaire et libératoire face au prêt à penser, au mode du prêt à penser. C'est-à-dire une pensée, la pensée rigide, hein, la pensée stéréotypée, qui refuse la différence. Et l'usage de l'humour, pourquoi? Et ça, Kélito le sait, j'ai dialogué avec lui, dans le bouquin, il y a un entretien, dans les années 90, il lit beaucoup de choses. Hein? Et parmi ce qu'il dit, on peut, hein, si on sait lire ce dialogue, il est profond. Au moment de la sortie de ce dialogue, il y a des camarades qui m'ont dit cette formule que je n'ai pas oubliée. Hassan, par exemple, Hassan Wahbi. Hassan Wahbi, c'est un des bons écrivains de notre paysage. Il m'a dit, je vais vous le dire comme ça, tu as pu tirer les nerfs du nez. Pourquoi il a dit ça? Parce que difficile de faire parler Kélito. Lui-même dit, on a parlé de ça hier, parce que quand on lui demande une conférence, un dialogue, souvent il dit, il l'écrit par ma place. Bref, je passe. Alors, pourquoi ce choix de l'humour? Parce que l'humour va vers les raccourcis, les substitutions, la dissimulation, la surprise. La dissimulation, c'est un mot cher à quelqu'un que Kélito admire. Al-Jahid, Al-Khafa, la dissimulation. Alors, une pincée d'humour, comme on dit dans le domaine de la cuisine, une pincée de sel, une pincée d'humour ajoutée à la quête du nouveau, c'est un peu ça la pensée singulière chez Kélito. Ça peut paraître étrange ou subversive à qui n'imagine pas qu'on peut imaginer autrement les choses. Alors, regardons de près les trouvailles de ce mécontemporain. Alors, il fait un tour du côté de l'historien Ibn Khaldoun, en parlant de Al-Muqaddima, traduit les prolégomènes. Le grand historien Ibn Khaldoun, toujours selon Kélito, et allez vérifier, c'est pas facile, le grand historien conseille à qui veut être écrivain
de lire 4 ouvrages fondamentaux, inévitables, dit-il. C'est un conseil donné aux jeunes écrivains. Si vous voulez devenir des écrivains, allez-y, lisez les 4. Lisez les 4, si vous pouvez. Alors, lorsqu'Quilito écrit ça, il ne dit pas quels sont ces 4. Tout le monde attend les 4. Ah ben, la dissimulation. Débrouillez-vous. Vous voyez? Alors, donc il fait un tour du côté d'Ibn Khaldoun, qui donc donne ce conseil à qui veut être écrivain de lire ces ouvrages inévitables, incontournables. Alors, attitude de Quilito. Il a choisi un seul ouvrage. Un seul. Kitab al-Bayan wa al-Tabyin. Le livre traduit de cette manière, le livre de la clarté, pour dire les choses de manière simple, le livre de l'éloquence. Il y en a d'autres qui l'ont traduit comme ça, de l'éloquence et de la démonstration. Bref, donc il a choisi cet ouvrage. C'est pas fini. Il a choisi un seul en tirant profit de l'échec d'un personnage de roman de Najib Mahfoud, 20e siècle. De l'échec de ce personnage. C'est ce qu'il raconte. Et remarquez ce qui s'est passé. Alors, il se raconte, en mettant en scène l'historien Ibn Khaldoun, 15e siècle. Et il remet en scène un personnage de roman du grand romancier, 20e siècle. Et il déplace le curseur de sa curiosité dans la bibliothèque de Jahed, 9e siècle. Jahed s'impose à Quilito. Il s'impose à lui parce qu'il est à ses yeux un maître de l'art de l'humour. Tout comme le poète philosophe et énigmatique Al-Ma'arri, en qui il voit un maître de la différence et du dépassement, et à qui il consacre un livre en arabe. Voilà, exactement, en arabe. Il s'intitule Al-Ma'arri, comme ça. Matahat al-Qawl. Les dédales. Oui, qui a été traduit. Les pépites, non? Non, qui a été traduit tout récemment. 2020 peut-être. Alors, remarquez quel titre. Un titre rusé. Et c'est le cas de le dire. Il a intitulé, pas lui, le traducteur, mais certainement en accord avec l'auteur, certainement, Les pistaches. Les pistaches, oui, les pistaches. D'Aboul Ala Al-Ma'arri. C'est un joueur. Hein? Bon, bref, je continue. Et donc, il consacre à ces auteurs anciens, morts, des écrits que j'appelle des écrits exercices d'admiration. Alors, comment? Sa méthode. Ça répond un peu à la question suscitée tout à l'heure. Il commente, il compare, il raconte, tout ça à la fois dans ses écrits. Peut-être, j'essaie de trouver une réponse, peut-être que la fiction aide à penser, à communiquer des émotions face à l'absence des autres disparus, les morts. Une absence, je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais c'est très intéressant, c'est pertinent de le dire maintenant, devant vous, une absence agissante dans l'œuvre de celui qui veut fonder une œuvre.
en donnant du nouveau, en recréant les choses. Alors je disais que peut-être que la pensée aide-t-elle à penser, à communiquer des émotions face à l'absence. On dit bien que la fiction est l'art des possibles. C'est le cas de le dire. Et là, Quilito pratique l'humour quand il met en avant un effet de contraste entre ce qui est dit et la réalité des choses. Exemple, je le cite. Je n'écris pas pour les spécialistes. J'écris pour le lecteur. Je n'écris pas pour. Je n'écris pas pour les spécialistes, mais pour le lecteur général. Mais pour le lecteur général, dit-il. Alors, or, je me dis, or, on se trouve en face d'un athlète de la littérature. C'est un athlète de la littérature qui lit beaucoup dans des champs divers et en plusieurs langues. Le lecteur général ne saura rien, ne dira rien. Le lecteur spécialiste peut se sentir moqué. Quand je dis spécialiste, le lecteur littéraire peut se sentir moqué, provoqué, même mis au défi de lire, tout lire et vérifier. Les gens singuliers, là je donne la parole à un auteur de la bande dessinée humoristique qui dit ceci: les gens singuliers sont toujours angoissés. Les gens de ce genre passent par l'humour, c'est-à-dire une ruse sympathique, pour détourner, pour tromper l'angoisse. Et j'arrive au dernier mot. Vous voyez, je n'ai pas été lourd, je n'ai pas été pesant. J'ai ramassé plein de choses en 3 points. Il y a des gens comme les écrivains et les artistes qui vivent avec les ombres des morts, avec les fantômes. C'est-à-dire ces figures inoubliables de la prophétie. Si vous vous intéressez à cette œuvre, vous savez, il n'y a pas que les écrivains. Il y a les prophètes, il y a les saints, il y a les sages, il y a les poètes, il y a. Et même quand il ne les nomme pas, il fait allusion à eux, au niveau des titres, au niveau des noms de chapitres, des digressions, etc., etc. Exemple, je ne vais pas vous écraser par des références, hein, mais par exemple, quand il dit, enfin, il ne dit pas, il a un livre, c'est peut-être l'avant-dernier, je ne sais pas, peut-être l'avant-dernier. Je ne parle pas. Non, je parle toutes les langues, mais en arabe. Je parle toutes les langues. Voilà. Dans ce titre, il y a une référence à l'auteur tchèque, l'écrivain tchèque, Franz Kafka, qu'il admire et qu'il a lu en allemand. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que Quilito parle et lit l'allemand. Il ne le dit jamais. Le troisième point,
sur lequel je termine s'appelle la nécessité de l'humilité. Dans l'œuvre de Culito, les morts sont partout. Il les cite, il les imagine, les rapproche les uns des autres. Un message. Lequel? Quel message? Oui, il y a bien un message. Respecter les disparus. Les anciens, les illustres et les moins illustres. C'est ne pas les oublier. Ils ont des choses à nous apprendre et à nous de transmettre leur héritage. Ne pas les oublier est un signe de respect et d'humilité. De respect et d'humilité à la fois. Le mot humilité, je finis là-dessus. Le mot humilité a une origine latine. Humilitas ou humilitas, en prononciation latine correcte, qui est dérivé du mot humus, qui signifie la terre. Ce que je viens de dire, et j'ai fini, enfin, pas tout à fait, mais j'ai fini, c'est un peu d'un tout, de beaucoup de choses que je ne peux pas dire. C'est-à-dire, ما هذا إلا غيض من فيض والفيض في هذا الكتاب. Merci.